Christopher Nolan est définitivement un réalisateur particulier. Ce maître des rêves et du temps arrive toujours à transporter son spectateur dans des univers complexes et captivants. Mais si aujourd'hui il est un réalisateur reconnu dont le dernier film a un budget dépassant les 100 millions de dollars, ça n'a pas toujours été comme ça. Alors aujourd'hui je suis très content de faire cette vidéo, car on va parler d'un de mes films préférés, celui qui a révélé Christopher Nolan au grand public, le chef-d'œuvre Memento. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je me dois de vous mettre en garde. Memento est un film à twist avec de nombreux rebondissements, donc le premier visionnage vous marquera sans aucun doute. Alors pour éviter de vous gâcher cette expérience, voilà comment on va procéder. La première partie de cette vidéo se concentrera sur le projet en lui-même, de l'imagination du concept à son succès, sans oublier pourquoi Memento a bien failli ne jamais voir le jour. Bref, très peu, voire pas du tout de spoil dans cette partie. En revanche, ensuite, on va reconstituer l'histoire de A à Z, afin d'analyser son twist et l'impact qu'il a eu sur le monde du cinéma. Et là, bien sûr, il y aura énormément de spoils. Désormais, vous avez les clés en main, et maintenant, c'est à vous de choisir. Après avoir été fasciné par le visionnage de 2001 l'Odyssée de l'espace et Star Wars, Christopher Nolan a toujours su qu'il voulait faire des films. De la Super 8 de son père à ses premiers courts-métrages loufoques, la caméra ne quittera plus jamais sa vie. Les années passent et alors âgé de 29 ans, Christopher Nolan n'est toujours pas le réalisateur qu'on connaît aujourd'hui. Pas de film culte, pas d'acteurs populaires à ses côtés, ni de budgets colossaux à sa disposition. À vrai dire, pour le moment il n'a réalisé qu'un seul film, Following. Avec ses 6 000 $ de budget, le tournage du film est étalé sur plus d'1 an, à raison d'1 quart d'heure seulement, tous les samedis. L'équipe technique et les acteurs devant assurer un autre travail en parallèle. Après son tournage, Following est présenté au festival de San Francisco et Toronto, où un premier prix sera décerné au réalisateur. Mais l'intérêt réel n'est pas là. Le point fort de Following, c'est que le film attire l'attention. Christopher Nolan est alors repéré comme un réalisateur talentueux et prometteur. Et ça, il allait bientôt avoir l'occasion de le prouver. Quelques mois plus tard, à la poursuite du rêve américain, le Londonien part pour Los Angeles, accompagné de son frère, Jonathan Nolan. Mais avant les plages de LA au sable fin, le duo va faire escale à Chicago, où leur père, Brendan Nolan, remet à Christopher une vieille voiture qu'il n'utilisait plus. Et c'est dans cette voiture que Christopher et Jonathan Nolan vont concevoir le projet Memento. Si je dis projet et non film, ça a son importance. On verra ça par la suite. Alors en route pour Los Angeles, les deux frères entament la discussion. De son côté, Jonathan sort de l'université de Georgetown et commence la rédaction d'histoires courtes au format papier. Et à mesure que les deux frères discutent, il va lui présenter ce sur quoi il est en train de travailler. Une nouvelle qui raconterait l'histoire d'un personnage n'arrivant plus à créer de nouveaux souvenirs. Christopher Nolan est alors fasciné par ce concept et lui propose un challenge. Lui, de son côté, doit écrire un scénario en partant de ce concept, et Jonathan, sa nouvelle. Mais à une condition. Les deux histoires devront être racontées à la première personne et du point de vue du personnage souffrant de cette maladie. Donc, relever le défi voudrait dire réussir à placer le spectateur, ou le lecteur, directement dans la tête du personnage. Jonathan accepte et les deux frères se mettent alors au travail. Du côté de Christopher Nolan, il trouve assez rapidement le moyen de relever son propre défi, en utilisant une narration non linéaire. If you tell it in reverse chronology, then you're denying the audience the information that the protagonist is denying. So in one sense, you're putting the audience in this guy's place. Intéressé par ce concept depuis longtemps, il est persuadé que l'idée de raconter une histoire dans le désordre est un thème alors sous-exploité au grand écran. D'ailleurs admiratif de l'œuvre de Quentin Tarantino et de son second long métrage Pulp Fiction, Nolan se plongera dans l'univers des films noirs, et ça directement à leur source, puisqu'il les parcourra sous le format papier. Alors imprégné des codes des films noirs, où chacun des personnages est un suspect et où le meurtre est monnaie courante, Nolan avait trouvé la narration finale de Memento. Memento aura deux timelines bien distinctes. La première, filmée en noir et blanc d'un point de vue subjectif, en huis clos, nous donne l'impression d'assister à un documentaire sur le personnage principal, avec ses plans fixes, nous faisant presque penser à des caméras de surveillance. If you have piece of information which is vital, writing on your body instead of on a piece of paper can be the answer. It's just a permanent way of keeping a note. A l'inverse, la seconde timeline est en couleur. On y retrouve le personnage principal dans la nature, subissant plus sa maladie qu'il ne la contrôle. Okay, so what am I doing? Oh, I'm chasing this guy. No, he's
chasing me. Et pour pimenter le tout, cette seconde timeline est non chronologique. C'est-à-dire que le début de la scène qu'on est en train de regarder correspond à la fin de la prochaine scène en couleur. Et comme si c'était pas assez difficile comme ça, les deux timelines se superposent et finissent donc par se rejoindre dans l'acte final. Voilà l'idée de Christopher Nolan pour la narration de Memento. Sur le papier, elle paraît fade, mécanique et difficile à comprendre. Et c'est d'ailleurs ce qui lui sera reproché par l'équipe du film dans un premier temps. Emma Thomas, productrice et épouse de Christopher, ne croit pas vraiment en son projet, pensant que le film demanderait une trop forte implication de la part du spectateur. Mais après une réécriture, tout le monde finit par tomber d'accord. Et une fois le casting effectué, la réalisation du projet débute dans une petite ville américaine. A l'inverse de Following, le tournage du film a été express. 25 jours seulement lui seront accordés. Bien plus tard, Nolan remerciera d'ailleurs Guy Pearce d'avoir été autant impliqué dans le projet, permettant des prises rapides et efficaces. Et quelques mois plus tard, le montage du film sera terminé. Et là, stop. À l'époque, le streaming n'était pas une option, et pour qu'un film soit diffusé, la production devait faire appel à une société de distribution chargée de vendre le film aux différentes salles de cinéma. Le problème, c'est que Memento est un film indépendant, atypique, et avec un réalisateur, pour le moment, inconnu. Personne n'est donc prêt à parier quoi que ce soit sur ce projet. Memento a donc été écrit, tourné, monté, mais aucune date de sortie n'est en vue. Et dans ce genre de cas, il n'y a pas vraiment d'autre issue que d'aller diffuser le film dans des festivals. Memento sera donc présenté au festival de Venise, Toronto et Sundance, où il recevra un accueil très positif. Le public rentre dans le film facilement et le twist final choque l'audience. Alors, un indépendant du nom de Bob Berney va rejoindre le projet en créant sa propre société de distribution, spécialement pour le film. Memento allait finalement voir le jour. Quant à la nouvelle de Jonathan Nolan, elle sera publiée dans le magazine Esquire, juste une semaine avant la sortie du film. Nous voilà maintenant dans la seconde partie de cette vidéo. Si vous n'avez pas encore vu le film, je vous conseille de le faire maintenant, puis de revenir ici après l'avoir visionné. Car voici l'histoire de Memento. Dans la nouvelle de Jonathan Nolan, on nous présente Earl, un homme souffrant d'une amnésie antérograde depuis le viol et le meurtre de sa femme. Alors, dans l'incapacité de créer de nouveaux souvenirs, il est confiné dans une chambre d'hôpital conçue spécialement pour lui. La nouvelle se termine par Earl s'échappant de l'hôpital. Mais pour faire la promotion du film, un site web avait été mis en ligne quelques semaines avant la sortie de Memento. Le nom du site, c'était hotnemem.com, memento.com écrit à l'envers. Et à propos de ce site, Nolan dira en interview ceci. He really created was the website for the film, which is at hotnemem.com. And he put this website together that it doesn't really give any information about the film particularly, but it creates a narrative link between the world of his story and the world of the finished film, which I think is kind of interesting. Mais malheureusement, si hotnemem.com faisait bel et bien office de lien entre la nouvelle de Jonathan et le film de Christopher, le site web ne fonctionne plus à l'heure actuelle, ne laissant qu'une page d'accueil pour le moins décevante. Pour ce qui est du film, il nous raconte l'histoire de Leonard Shelby, un homme souffrant d'une amnésie antérograde depuis le meurtre et viol de sa femme. Leonard ne vit plus que pour une seule chose, venger la mémoire de sa femme. Et pour arriver à ses fins, Leonard suit une routine stricte. Il prend une photo Polaroid des personnes ou des lieux clés de l'enquête, se laisse des notes à lui-même et se tatoue les informations les plus importantes sur le corps. Voilà notre personnage principal. Maintenant, le film. Tout commence dans une chambre d'hôtel. Leonard reçoit un coup de téléphone et raconte à son interlocuteur l'histoire de Sammy Jenkins. L'histoire de Sammy se déroule avant l'accident de Leonard, lorsqu'il avait encore sa mémoire fonctionnelle. Et pour la résumer rapidement, Sammy est lui aussi victime d'amnésie antérograde depuis un accident de voiture. Leonard, qui à l'époque était courtier en assurance, est alors chargé de prouver que le handicap de Sammy est psychologique, pas physique. Ce qu'il arrive d'ailleurs à faire en lui faisant passer une série de tests. Le problème, c'est que l'assurance de Sammy paye les frais de maladie seulement lorsqu'ils sont physiques, pas psychologiques. La famille Jenkins se retrouve donc avec une somme gigantesque de frais à payer. Dans un dernier espoir de faire sortir son mari de son amnésie, la femme de Sammy lui demande de lui administrer une piqûre d'insuline à intervalles réguliers. Sauf qu'à chaque piqûre, Sammy a déjà oublié qu'il vient déjà de la lui faire. Sa femme meurt dans ses bras. De retour dans la chambre d'hôtel, l'homme au téléphone se présente comme un policier souhaitant aider Leonard à retrouver le meurtrier de sa femme.
Le flic a localisé un dealer de drogue qu'il pense également être le tueur que cherche le personnage principal. Et l'une des rares choses dont Leonard est persuadé, c'est que le meurtrier de sa femme est un dénommé John ou Jimmy J. Le dealer s'appelle Jimmy Grant, donc ça colle. Les deux se rencontrent et un peu plus tard, Leonard finit par tuer le dealer de drogue. Il enfile alors son costume et ses affaires personnelles, pensant que ça l'aiderait à se souvenir qu'il vient de tuer Jimmy Grant, et qu'il a donc vengé sa femme. Mais quelque chose cloche. À mesure que la séquence en noir et blanc se transforme en couleur, Leonard a déjà oublié ce qu'il faisait là. Il sort donc chercher de l'aide et tombe sur le flic qu'on va à partir de maintenant appeler Teddy. Teddy va alors lui dire qu'ils ne se sont jamais rencontrés. Pourtant, Leonard a bien une photo Polaroid du flic avec lui, prouvant qu'ils se sont donc déjà bel et bien vus et que Teddy est en train de lui mentir. Leonard pète un câble et Teddy part dans un monologue. Il explique à Leonard que Jimmy Grant, le dealer de drogue, n'est pas le tueur de sa femme, que le véritable meurtrier, lui et Teddy l'ont éliminé 1 an plus tôt, mais que Leonard ne s'en souvient plus. Il montre alors cette photo Polaroid comme preuve. Après, on devine aussi que Teddy a fait croire à Leonard dans l'existence de différents meurtriers pendant plus d'1 an. Et à chaque fois, Leonard oubliait. Le processus était simple. Teddy trouvait un dealer de drogue avec un prénom qui correspond à John ou Jimmy J. Il lui proposait un gros deal et Leonard le tuait, pensant qu'il s'agissait du meurtrier de sa femme. Et Teddy, lui, récupérait l'argent. Et cette mécanique, elle dure depuis le meurtre de la femme de Leonard. Leonard est alors furieux, retourne dans sa voiture et réfléchit à un moyen de se venger de Teddy. Or, le vrai nom de Teddy, c'est John Gamel, donc lui aussi, c'est un John J. Leonard prend alors la décision de se mentir à lui-même en notant la plaque d'immatriculation de Teddy comme un indice dans le meurtre de sa femme. Même si c'est faux et que cette plaque d'immatriculation n'est pas du tout liée au véritable meurtrier, ça, Leonard l'aura oublié dans 5 minutes. On se retrouve donc ensuite dans un salon de tatouage où Leonard se fait tatouer la plaque d'immatriculation. Teddy arrive, lui demande de se changer et de partir au plus vite de la ville. Mais dans la pochette de sa veste, Leonard trouve un sous-verre qui lui dit de venir passer au bar, signé Nathalie. Bien sûr, ce message, il n'est pas adressé à lui, mais à Jimmy, l'homme qu'il vient de tuer, puisqu'il porte ses vêtements. Mais ça, il l'a oublié. Il se rend donc au bar, Nathalie vient le voir en pensant qu'il s'agit de Jimmy, on saura d'ailleurs plus tard que c'était son petit ami. Mais bien qu'il ait le même costume et la même voiture, ce n'est pas lui. Leonard lui explique son histoire et sa maladie. Nathalie comprend donc ce qu'il vient de se passer. Elle comprend que Leonard s'est fait manipuler et qu'il a tué son petit ami, Jimmy Grant. Un peu plus tard, on découvre qu'un certain Dodd, un associé de Jimmy, en veut à Nathalie, parce que son petit ami n'est jamais revenu avec l'argent qu'il avait pris pour un soi-disant gros deal. Et c'est normal parce qu'à l'heure actuelle, cet argent, c'est Teddy qui l'a. Nathalie va alors manipuler Leonard pour qu'il s'occupe de Dodd et qu'il ne soit plus jamais une menace pour elle. Et c'est d'ailleurs ce qu'il va faire, avec l'aide de Teddy. En échange de ce service, Nathalie fournit à Leonard l'identité de l'homme qui possède la voiture avec la plaque d'immatriculation qu'il s'est tatouée, grâce à un ami qui travaille dans la police. Bien sûr, il s'agit de Teddy. Leonard fait le lien et écrit derrière son Polaroid que c'est lui l'homme qu'il recherche. C'est lui le meurtrier de sa femme. Plus tard, Leonard tue Teddy et l'histoire se termine ici. Et là, du coup, tout rentre dans l'ordre. Tout rentre dans l'ordre si on oublie cet extrait lors du flashback, où Leonard prend la place de Sammy Jenkins quelques secondes. Est-ce que ça veut dire que Sammy et Leonard sont la même personne ? C'est assez cohérent avec ce que nous dit Teddy d'ailleurs. Sammy's wife came to me. Sammy didn't have a wife. It was your wife who had diabetes. My wife wasn't diabetic. You sure? Et ce bref extrait à la fin du film, où on voit Leonard tatoué avec sa femme à ses côtés, est-ce que ça veut dire que sa femme n'est pas vraiment morte ? Et pourquoi Leonard ne s'est pas tatoué quelque chose pour ne pas oublier qu'il avait tué le meurtrier de sa femme lorsqu'il a éliminé le premier John J ? Il pointe sa poitrine sur cette photo. Et sur l'extrait, il a un nouveau tatouage ici. Au Festival de Venise, la première fois que Memento est montré dans une salle de cinéma, Christopher Nolan monte sur scène après la projection du film. Il explique alors l'histoire de Memento en détail. Jonathan, lui, regarde ça du coin de l'œil. Une fois que son frère a fini son monologue, il le prend à part et lui dit de ne plus jamais faire ça. Parce que ce qu'il considère être l'histoire de son film, ce n'est qu'une interprétation parmi tant d'autres. Christopher Nolan n'avait pas réussi son défi. Il n'avait pas fait un film à twist clair. Il avait fait bien mieux. Il avait fait un film unique à chaque spectateur. Il avait fait Memento. Tastes good like soul food. Parked up
outside in the old school. The new me.